Elle arrive. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel de Tout compte fait consacré à la fin du gaspillage. Oui, c'est possible et nous allons vous montrer comment. Nous voici ici dans l'un des centres de traitement les plus importants de France. Les poubelles d'1 million de personnes arrivent ici quotidiennement. Plastique, déchets en tout genre, produits alimentaires. Il est désormais possible de consommer sans jeter avec, vous allez le voir, des économies à la clé. À quelques jours de la COP21, c'est en quelque sorte notre contribution pour la planète. Sommaire. Ce sont des algues sauvages. Si on compare une feuille de plastique, on remarque des similitudes. Ils sont super et résistants. Le concept de départ, c'est le sucre emballe le sucre. Donc la boîte est d'origine végétale. Je peux vous proposer de goûter un smoothie. C'est fabriqué à partir de produits qu'on retire des rayons parce qu'ils sont plus assez jolis pour que vous les achetiez. On essaye vraiment de commander pour la semaine. Pas de gaspillage. Tu reviens, je te reviens. Sur 80 kg de légumes, il me reste 2 kg 600. C'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Est-ce la fin du tout plastique, comme ces sacs ou encore ces bouteilles? Chaque année en Europe, on en jette plus de 25 millions de tonnes. Le plastique est présent, vous le savez, dans quasiment tous nos objets du quotidien. Eh bien, son usage est peut-être bientôt terminé, car des industriels ont trouvé la parade en inventant des substituts à base d'algues, de sucre de canne ou encore de chardon. Mais que valent ces bioplastiques? Sont-ils vraiment écolos? De la Bretagne à l'Italie, enquête sur un changement d'époque avec Lise Thomas Richard et Julie Perrard. À Saint-Malo, les lendemains de tempête, Rémi Lucas ne manque jamais l'occasion d'aller marcher sur la plage. Car ces montagnes d'algues qui font fuir les baigneurs, c'est peut-être ce qui va demain faire sa fortune. On est sur du laminaire, de l'algue brune. Celles qu'on utilise sont cultivées. Celles-là, ce sont des algues sauvages qui ont été arrachées naturellement avec les courants et la tempête qu'il y a eu là. Et c'est une variété qui est très présente en Bretagne. Les grands-parents de Rémi Lucas se servaient de ces algues brunes pour en faire de l'engrais, de la soude et même du combustible pour l'hiver. Cet ingénieur qui a toujours travaillé dans le plastique a pensé à une toute autre utilisation en touchant ces feuilles. Créer un plastique écolo, sans pétrole, 100% végétal. Si on compare une feuille de plastique à ce morceau d'algue brune, on remarque des similitudes, notamment l'élasticité, la flexibilité. C'est la variété qui est la meilleure pour notre matériau. Ouais. Pour ne pas être tributaire de la météo et avoir de la matière première en permanence, Rémi Lucas s'est donc lancé dans la culture d'algues. Ça marche un peu comme sur le modèle des huîtres ou des moules. C'est comme des lignes de piscine. Sous les bouées, il y a des grandes cordes qui sont tenues en flottaison par les bouées. Et sous ces cordes, les algues poussent à la verticale, vers le fond. Et elles se nourrissent de nutriments et de lumière. Pas besoin d'engrais, pas besoin de pesticides. D'après certains spécialistes, les algues pourraient représenter la meilleure alternative au plastique issu du pétrole. Les algues de Rémi Lucas peuvent servir à fabriquer des montures pour les lunettes, des supports pour clés USB, des verres, des jeux de plage, des objets écologiques biodégradables. C'est un peu le nouvel or vert, car notre société a besoin de toujours et encore plus de plastique. La France produit plus de 3 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Seulement 20% sont recyclés. Alors, de nouveaux venus proposent en quelque sorte du plastique sans plastique, fait à partir de betteraves, d'algues ou encore mieux, de chardon. 100% végétal, 100% recyclable. Alors le plastique vert est-il la solution? Peut-on en fabriquer à grande échelle? Et alors que les grandes marques rivalisent d'effets d'annonce sur ces nouveaux matériaux écologiques, quel est le réel impact sur l'environnement? Comment de simples algues peuvent-elles se transformer en plastique? La réponse se trouve dans l'usine flambant neuve et ultra secrète de Rémi Lucas à Saint-Malo. Ça, ce sont les algues fraîches qui arrivent à l'usine ou des algues stockées, séchées, qui ont été réhumidifiées.
et qui rentre ensuite en début de process chez nous. Nous ne pourrons pas voir tout le processus de fabrication. Le plastique dérivé du pétrole est l'un des produits les plus polluants au monde. Tous les industriels s'attendent à ce qu'on l'interdise un jour. En fait, on a développé une stratégie de protection industrielle globale. Donc on a des brevets qui sont étendus au niveau mondial. On a des secrets de fabrication, c'est pour ça que je ne vous montre pas tout. Les tonnages annuels de plastique dans le monde sont assez importants, 900 millions de tonnes environ par an. Donc on n'est pas sur des petits enjeux, on est vraiment sur des enjeux stratégiques. Donc on veut préserver l'emploi, on veut préserver notre entreprise, donc on se protège. Tous les plastiques sont ce que l'on appelle des polymères, des molécules extrêmement résistantes. Et les algues contiennent des polymères naturels. Rémi Lucas a mis plus de 10 ans pour mettre au point le procédé chimique. Aujourd'hui, il est l'un des seuls au monde à pouvoir transformer les algues en granulés qui ont les mêmes propriétés que les billes de plastique dérivées du pétrole ou du gaz. La matière sèche et après elle devient la granule finale, 100% algue, qui est devenue rigide et qui va être transformée ensuite dans les presses de la plasturgie. Là on a du noir, là on a du vert, on a des teintes un peu différentes, donc on s'adapte vraiment à l'application finale. Ces granulés verts sont ensuite vendus aux industriels du plastique. C'est une fois chauffé et travaillé dans des moules qu'on obtient tous ces objets. Le plastique met plus de 400 ans à se décomposer. Les objets faits à base d'algues, seulement 3 mois. Pour l'instant, Rémi Lucas a quelques clients dans son carnet de commandes. Son usine réalise 5 millions d'euros par an. Mais les affaires pourraient très vite s'accélérer si la France décidait de suivre l'exemple de nos voisins italiens. Milan, la Dolce Vita, les habitants qui ne sont pas pressés d'aller au travail. Ne vous fiez pas aux apparences. Les Italiens se sont attaqués bien avant nous à l'objet en plastique le plus polluant. Ici, comme dans tout le reste du pays, les habitants doivent trier leurs déchets organiques, tous les restes des aliments, depuis déjà 10 ans. Mais le plus incroyable, ce sont les sacs plastiques qui servent à emballer les poubelles. Ils sont entièrement biodégradables, une première en Europe. On voit bien que c'est un sac biodégradable. C'est écrit dessous. Et à l'intérieur, les déchets verts destinés au compost. On est plutôt content de la manière dont nos habitants trient. Remarquez, s'ils ne le font pas, ils ont une amende, une sanction. L'amende est de 50 € pour les mauvais trieurs. Mais cette petite révolution du plastique non polluant ne s'arrête pas aux trottoirs italiens. Depuis 5 ans, tous les sacs plastiques dérivés du pétrole ont été bannis des rayons des supermarchés, remplacés par leurs clones biodégradables. 10 centimes le sachet, 3 fois plus cher que chez nous. Et les consommateurs ne s'en offusquent même pas. Ils sont super et résistants. Les sacs plastiques n'existent pratiquement plus en Italie. Ça fait un moment qu'on utilise les sacs bio. La plupart des Italiens ne le savent pas, mais leurs sacs pour faire les courses sont faits à partir d'une matière première à peine imaginable. De la fleur de chardon. Les chercheurs italiens ont mis plus de 15 ans pour trouver comment transformer cette plante en plastique. Le chardon est très présent en Méditerranée. En Sardaigne, il pousse comme de la mauvaise herbe. Et pour un peu, il serait presque aussi précieux qu'un baril de pétrole aujourd'hui. L'Italie est le seul pays en Europe à avoir réussi à faire voter une loi que nos députés repoussent sans cesse. Dans la banlieue de Milan, un Français se prépare déjà au grand changement. Salut Christophe, comment ça va? Bien, merci. Vous savez, si en Italie, les Italiens ont été convaincus, c'est parce que la loi est passée en Italie et que les Italiens ont pu toucher, ont pu voir ce qu'étaient véritablement des produits biodégradables. Tant qu'on parle qu'on ne touche pas, c'est comme Saint Thomas, mais on n'est toujours pas sûr. Cet homme d'affaires est en négociation avec Novamont, le géant de la chimie verte en Italie. Car d'après les tests, les sacs plastiques en fleurs de chardon seraient aussi solides que ceux faits en pétrole. Ils peuvent supporter plus de 10 kg et leur capacité de résistance est impressionnante.
Christophe de Boissoudy les propose tous les jours aux industriels français. Mais pour l'instant, il se heurte à un mur. Il est parfait. À un mur financier. C'est extrêmement difficile de pénétrer un marché lorsqu'on a une nouvelle matière qui arrive avec du mieux, mais qui en plus doit être moins chère. Pourquoi? Parce que comme elle est moins produite, par définition, on n'a pas les échelles pour pouvoir faire en sorte de lisser le coût avec les quantités produites. La France devrait normalement interdire l'utilisation des sacs en plastique polyéthylène le 1er janvier 2016, à moins qu'on ne repousse une nouvelle fois la décision. Nous poursuivons notre enquête dans la banlieue sud de Milan, où la société de Claudio fabrique plus de 25 000 sacs de chardon à l'heure. Si vous voulez un sac bon pour l'environnement et solide, ça coûte un peu plus cher. Mais la qualité, ça coûte de toute façon plus cher. Ici, le prix du sac plus cher, on n'en a pas fait toute une histoire. Ils ont simplement répercuté le coût et tout le monde s'est adapté. Même les machines de Claudio. Au début, c'était un peu difficile d'adapter les machines. Mais au bout de quelques mois à travailler cette matière, on s'est habitué. Aujourd'hui, c'est exactement comme lorsqu'on travaillait le polyéthylène. D'après vous, Claudio, pourquoi les Français n'achètent pas vos sacs plastiques écologiques? Pourquoi en France, vous ne vous y mettez pas? Je suis italien, j'en sais rien. Le changement, c'est toujours difficile à exporter. Et puis nous, on ne se pose pas de questions. C'est tellement commode de toujours travailler la même matière. En France, un sac plastique sur 5 est recyclé. Les autres finissent incinérés ou se perdent dans la nature. À Milan, désormais, tous les sacs plastiques terminent dans cette décharge. Christophe de Boissoudy a rendez-vous avec Giulia Asserti, la responsable du site. Il veut voir ce que deviennent les sacs biodégradables. 70 tonnes de déchets organiques arrivent ici chaque jour. Ça, c'est de la très bonne qualité. Vous n'avez pas un seul sac qui ne soit pas biodégradable. Là, les déchets de cuisine, aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi en faire. Et quand on les met vraiment à part, eh bien, on peut en faire une matière qui est du compost, qui est en fait un engrais. Régulièrement, on donne la possibilité aux Milanais de venir récupérer du compost gratuitement. Comme ça, ils peuvent se rendre compte par eux-mêmes que leurs efforts servent à quelque chose. Et voilà ce que les aliments et les sacs plastiques bio deviennent au bout de quelques mois. 40 000 tonnes de compost du terreau. Donc là, c'est terminé. Il est bien humide, chaud et d'une très bonne qualité. Pour arriver là, c'est 100 jours. Une centaine de jours et ça peut partir effectivement en agriculture. Aujourd'hui, l'écologie est en train de devenir une préoccupation majeure dans l'esprit des consommateurs. Les industriels l'ont bien compris. Et désormais, les plus grandes marques essayent de surfer sur la vague. Retour en France. Bazancourt, à une vingtaine de kilomètres de Reims, l'une de ces entreprises qui essaye de se donner une image plus verte, a accepté de nous ouvrir ses portes. Ici, 22 000 tonnes de betteraves sont déversées chaque jour afin d'être transformées en sucre. C'est Michel Mangion qui a piloté le projet a priori écologique de la marque. 10 lignes de production, 1600 tonnes de sucre pesées et emballées tous les jours. Mais au beau milieu, une boîte détonne, celle avec le couvercle vert. Ce n'est plus du plastique issu du pétrole. L'idée, le concept de départ, c'est le sucre emballe le sucre. Donc la boîte est d'origine végétale et la matière première de cette boîte, c'est le sucre. Une boîte faite avec de la canne à sucre. Depuis 2 ans, le groupe communique beaucoup sur les réseaux sociaux autour de son plastique sans plastique. Et depuis, d'autres marques célèbres ont suivi le mouvement à grand renfort de publicité. La colle UU, l'eau de Vittel et même l'américain Coca-Cola. Le problème, c'est que la matière première végétale souvent utilisée n'est pas aussi irréprochable qu'elle en a l'air.
La canne à sucre de Dadi, par exemple, est cultivée au Brésil, à grand renfort d'engrais et de pesticides. Et le bilan carbone est désastreux compte tenu du transport. La société pétrochimique brésilienne qui a breveté ce nouveau plastique 100% canne à sucre s'appelle Braskem. Cette boîte végétale ne serait pas la plus écologique du monde. D'après Michel Mangion, aujourd'hui on ne pourrait pas faire autrement. Cette matière première, effectivement, vient du Brésil, parce que c'est le seul pays qui offre cette matière actuellement. C'est pour ça que Cristal Union travaille et fait du travail de recherche pour mettre au point un autre type de matériau, une autre molécule, d'une autre façon. Le géant du sucre travaillerait sur un bioplastique plus écologique, fait avec des betteraves made in France. Mais pour le moment, aucune date de sortie n'est annoncée pour cette boîte, plus verte que verte. L'année prochaine, qu'il soit fait à partir d'algues, de canne à sucre ou de chardon, la production mondiale de plastique propre devrait dépasser les 6 millions de tonnes. Et plus généralement, savez-vous que chaque année, chaque Français consomme près de 14 tonnes de déchets? Et pourtant, avec des gestes simples, nous pourrions les réduire de près d'un tiers. Comment? Eh bien, l'espace d'une semaine, nous avons tenté l'expérience avec la famille Sénave. Pour nous, ils ont accepté de bousculer leurs habitudes. Wendy Sviden les a suivis pour nous dans cette aventure. À Lambersart, juste à côté de Lille, une famille a accepté d'essayer de réduire de façon drastique ses déchets. Patrice, Valérie et sa fille Violette. Ils n'ont pas pour habitude de faire attention à ce qu'ils jettent. Il y a quelques années, une publicité avait déjà essayé de nous sensibiliser à la question. Et ça, ce sont les déchets que Paul produit chaque année. Avec des méthodes toutes simples, des petits gestes, nous pouvons très facilement réduire de moitié nos poubelles. Ce mouvement de fond a un nom, le zéro déchet. Et Bea Johnson, une Française installée en Californie, en est même devenue l'égérie. En poussant le phénomène à l'extrême, ces poubelles sur une année tiennent dans un tout petit bocal. Partout sur la planète, des initiatives voient le jour dans ce sens. Cette famille va donc tester ce nouveau mode de vie pendant quelques jours. Patrice, Valérie et Violette vont-ils eux aussi attraper le virus du zéro déchet? C'est l'une des dernières occasions de déjeuner dehors. Alors Patrice s'active. À 59 ans, lui qui travaille dans l'automobile n'est pas du genre écologique pur et dur. Il fait un peu attention, comme tout le monde. Je suis très sensibilisé sur ce qu'on jette, notamment dans le tri sélectif, c'est-à-dire jeter dans la bonne poubelle. Voilà, ça me tient à cœur. En cuisine, sa compagne Valérie prépare le traditionnel déjeuner du dimanche. Aujourd'hui, elle fait dans le pratique, elle a acheté un poulet rôti au marché. Mais qui dit poulet à emporter dit forcément emballage. Oui, le papier, là, vous voyez, vu son état, je suis obligée de le mettre dans la poubelle classique. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais pour un seul repas, on jette des quantités de choses. Comme les serviettes en papier. À 13 ans, Violette n'a connu que cela. Je vois du sopalin. Bien vu. C'est du sopalin. Il faut bien qu'on s'essuie. Hein. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? On essuie tout. Comment ça s'appelle là? J'ai connu sa serviette avec son rhume serviette pour repérer, on avait notre Ah ouais, le truc comme ça de la serviette qu'on mettait au lavage quand elle était sale. En 40 ans, à cause de nos mauvaises habitudes, la quantité d'ordures ménagères a plus que doublé. On a été formaté petit à petit par le commerce, par le marketing. On est dans des habitudes. On va pas plus vite, hein, parce que le sopalin, moi je vais faire les courses, je l'achète, il faut que je l'achète dans le magasin, je le mets dans le caddie, je le mets dans ma voiture, je sors de ma voiture, je le range dans ma maison. Finalement, tout ça, ça prend certainement plus de temps que d'avoir la serviette en tissu et de la mettre dans la machine à laver, et voilà. Je pense que je gagnerai du temps.
Toutes ces petites habitudes mises bout à bout pèsent lourd dans nos poubelles. Par exemple avec ce simple déjeuner dominical. Entre les serviettes en papier usagées, le pot de yaourt et les restes alimentaires, voilà ce qu'une famille de 3 personnes jette à chaque repas. Et donc là, on est à 630 grammes à peu près. Il manque la partie du poulet où on va encore manger un petit peu ce qui reste dessus, mais si elle en faisait partie, je crois qu'on serait pas loin du kilo. En moyenne, nous jetons 1 kilo par jour et par personne. Pourtant, parmi tous ces déchets, il y en a qui pourraient être évités. Ils se cachent dans les placards, dans le frigo. Ce sont les emballages. Ça, les pâtes et les biscuits, ça se trouve plutôt là. On n'y fait même plus attention. Alors, c'est vrai que dans les... Nous avons donc demandé à Valérie de faire un petit état des lieux de son placard. Et soudainement, elle va prendre conscience de tout ce qui est superflu. Ça vous fait rire? Eh oui, c'est de la dérision. Ça me fait rire par dérision parce que... Alors après, je pense que le marketing là-dedans, c'est de dire, voilà, l'enfant amène ça à l'école, au goûter, c'est emballé, c'est propre, mais... Oui, c'est... Tous ces emballages, on pourrait en fait très bien s'en passer, à condition d'accepter de faire ses courses autrement. On oublie donc le traditionnel hypermarché et son déluge de boîtes en carton et de bouteilles en plastique. Et on se focalise sur des magasins spéciaux. Bonjour. Des magasins comme celui-ci, il en existe une vingtaine en France. Ici, tout est vendu en vrac. Les fruits secs, les olives, les céréales pour le petit déjeuner ou encore la farine. On estime que chaque année, un Français consomme 125 kg de plastique et de carton d'emballage. À la place, les clients ici utilisent des pots en verre. Avec les années, ce genre de magasin propose de plus en plus de références. Il y en a 400, juste dans cette petite boutique. Alors, il y a du choix, oui, je vois qu'il y a même du décaféiné, différents goûts et intensités, je pense. Je vais goûter celui-là. Et on ne trouve pas que de l'alimentaire. Il y a aussi des produits d'entretien pour la maison, comme le liquide vaisselle. Quelle quantité je mets? Jusque là à peu près? Ouais. Ça marche. Ou encore des produits d'hygiène. Ça, c'est du gel douche. Pour éviter la bouteille en plastique, le shampoing ici est solide. C'est comme ce savon. Il y a même pour cheveux secs, pour cheveux gras, cheveux stressés. Il faut juste accepter de changer ses habitudes. C'est le dentifrice. Par contre, ça sent très bon. Vous frottez simplement ou avec vos doigts, vous en étalez un peu sur la brosse à dents et voilà. Cette épicerie a ouvert il y a 1 an. Au revoir, à bientôt. Et depuis, il y a eu comme un petit effet boule de neige dans le quartier. Le boucher, bien sûr, n'oblige personne à le faire. D'ailleurs, 95% de ses clients continuent de lui demander d'emballer la viande. Même s'il faut bien avouer que ça fait beaucoup de papier gâché. Bonsoir monsieur, est-ce que vous avez des escalopes de poulet? Bien sûr. Des blancs de poulet, pardon. Pas de problème. Oui. Combien voudriez-vous? J'en voudrais 3. Est-ce qu'il est possible par contre de le mettre dans un contenant que j'ai ramené? Il n'y a aucun souci. Au contraire, Monsieur Fourchon encourage la démarche. Car il y a une petite ristourne à la clé. Le boucher a fait le calcul, l'emballage c'est 3% du prix. Il fait donc 3% de réduction. 13,13 multiplié par 97%, cela vous fait 12,73. C'est pas énorme, mais non, répétez X fois. C'est très bien, oui. Vous économisez sur les emballages et vous économisez sur le prix du produit. Oui. Tout le monde s'y retrouve. Mais Valérie manque un peu de pratique. Et il y a des commerces qui demandent un peu plus d'organisation. Aujourd'hui, je suis venue avec mon contenant. Très bien. Donc si vous êtes d'accord, je veux bien que vous remplissiez ma boîte. Oui. Alors, 3 fois 100. Ah, je suis débutante, donc... Finalement, Valérie, ça a été simple. Tout à fait simple. Et puis, je vois que les gens participent, c'est bien. Ah oui, non, mais allons-y tous ensemble. Et finalement, c'est vrai qu'acheter en vrac, ça change tout. À gauche de l'image, les courses au supermarché.
À droite, dans des magasins sans emballage. Ça prend 2 fois moins de place. Pour limiter ces déchets, on peut aussi choisir d'acheter, mais d'occasion. En ce jour de marché en plein cœur de Lille, Valérie, styliste de profession, a décidé d'initier Patrice, son fiancé, aux joies de la friperie. Ouais, des fois, dans les blousons de moto, il y a des trucs sympas. Chaque année, on se débarrasse de 12 kilos de vêtements et de chaussures. Une partie atterrit ici. En fait, au lieu de les jeter à la poubelle, leurs anciens propriétaires les mettent dans des bornes comme celle-ci, que l'on trouve dans la rue. Chaque année, 100 000 tonnes sont ainsi récoltées, puis triées. Une partie est envoyée en Afrique, une autre est transformée en isolant pour le bâtiment. Ce sont les vêtements en excellent état qui sont remis dans le circuit. Toi, il te faut quoi, un pantalon? Pantalon de surf. Regarde, celui-là, il est pas mal. Hein. Comme ce pantalon de ski bien pratique. C'est très cher, en neuf, et on les met qu'une fois ou 2 par an, donc c'est vraiment... Ouais, c'est une bonne idée, ça. Les prix sont imbattables. 6 € le pantalon de ski, 15 € la veste en cuir, ou encore 10 € le jean de marque. Il suffit juste de trouver sa taille et un article qui vous plaît. Des petites chemises de nuit coquines. Ouais, je dirais que ça, c'est quand même très cheap, c'est rigolo. Pourquoi pas? T'as vu le talon? Pour Patrice, il y a tout de même certains articles un peu difficiles à acheter d'occasion. Là, on est à la limite de l'acceptable. Il y a les deux, il y a du neuf et de l'occasion. Bon, faut regarder pièce par pièce, mais c'est vrai que j'aurais un peu de mal. Cette friperie fait partie d'un réseau national. Avec leurs 80 boutiques aux 4 coins de la France, 6 000 tonnes de vêtements sont ainsi réutilisés, l'équivalent de 140 semi-remorques. Dans la course au zéro déchet, il y a une ville qui a un temps d'avance, Roubaix, à quelques kilomètres de Lille. Depuis 1 an, une centaine de familles a été mise au défi, réduire de 50% leurs poubelles. Ça passe par les emballages en moins, bien sûr, mais aussi par faire tout un tas de choses soi-même. Ce jour-là, Valérie participe à un atelier pour apprendre à faire chez elle les produits d'entretien. Vous allez fabriquer un nettoyant vitre. Vous avez un nettoyant qui va être du liquide vaisselle. Le deuxième ingrédient, ça va être du vinaigre blanc. Les troisième ingrédients, ça va être de l'eau. Éventuellement, vous pouvez rajouter une odeur si vous le souhaitez. En faisant eux-mêmes leurs produits, ils pourront éviter de multiplier les bidons en plastique. Mais ils vont surtout limiter leurs achats, car ce seul produit sert à nettoyer la cuisine, la salle de bain et même... Pulvériser, pardon. Le produit est frotter les fenêtres avec un chiffon microfibre. Donc on destine aux fenêtres, mais en sachant que ça peut être multi-usage. Depuis le début du programme, certains se sont pris au jeu et font même preuve d'une grande imagination, comme Guylaine et ses sacs à pain. Ah oui, tricoté. Oui, ça c'est au crochet. Elle a trouvé une façon inédite de recycler les vieilles cassettes vidéo VHS. C'est où alors comme cassette? Oh, je sais plus. C'était des anciennes cassettes de dessins animés que j'achetais à mes enfants. Maintenant, les enfants ont grandi. Les ordures deviendraient presque des trésors tant les mentalités évoluent. En 1 an, le programme a déjà livré ses premiers résultats et ils sont plutôt convaincants. Pour montrer à Valérie, Patrice et Violette qu'il est possible de réduire drastiquement les déchets, nous leur proposons de rencontrer la famille Paulet. Bonjour. Bonjour, Loïc, Patrice, enchanté. Loïc, son épouse Aurélie et leurs 3 enfants suivent le programme Zéro déchet. Et grâce à cela, ils sont passés de 26 kilos de poubelles par mois à 9 petits kilos. On s'est dit, on fait une chose à la fois. Ça, c'est Loïc qui a eu l'idée. Ah oui, faut pas tout cumuler, que ce soit... c'est une démarche progressive, faut pas trop se foutre la pression tout de suite, sinon c'est trop contraignant. Ils ont réussi à réduire leurs déchets de 65%. Et c'est en grande partie grâce à leur bac à compost. Et ça, à mon avis, ça a dû nous faire gagner beaucoup. Forcément, c'est lourd, le café, les épluchures de légumes, les épluchures de fruits. Ils l'ont installé l'année dernière. Ils voient le résultat d'1 an de compost pour la première fois. Super compost. Ah oui. Oh,
Bah ouais, regardez, je crois que tout ça, ça va être du super engrais pour mettre sur les plantes, sur les arbustes. Bien nourrissant. Ça serait marrant de cacher. En seulement quelques mois, ils ont trouvé pas mal de techniques anti-déchets. Aurélie fait aussi ses propres yaourts. Elle a des boîtes pour le goûter de ses enfants. Elle achète des bouteilles consignées. Par contre, ça vient de Belgique. Et plus fort encore, Alors ça remplace l'emballage du fromage ou de la viande. C'est du tissu enduit de cire d'abeille. et presque nettoyable à l'infini. Des petits gestes du quotidien que Valérie, Patrice et Violette sont maintenant prêts à adopter. Rapidement, ça, par exemple. Oui. Bah oui, moi, en plus, là, avec tout ce que j'entends, je sais où aller. Parce que c'est vrai que Réduire ces détritus, c'est justement l'un des objectifs de la COP21. Pour ne pas transformer notre Terre en planète poubelle, nous avons 5 ans pour réduire nos déchets de moitié. renseignements. Bonne chance. Hein. À vous aussi. Au revoir, Violette. Gaspiller moins et consommer mieux. C'est également le leitmotiv pour lutter contre le plus insupportable des gaspillages, celui des produits alimentaires. Savez-vous que chaque année, chaque Français jette à la poubelle l'équivalent de 50 sandwichs? Et bien face à cela, des engagements ont récemment été pris par les industriels, les grandes enseignes, mais aussi les restaurateurs. Des initiatives tout à fait inédites. Et vous allez voir que désormais, même les aliments peuvent avoir une seconde vie. Grand reportage signé Raphaël Brenuchon. Près de Lyon, à Saint-Genis-Laval, comme tous les mercredis matins, Natacha fait son marché. Cette jeune mère de famille est devenue en quelques mois une pro de la chasse au gaspillage alimentaire. Bonjour. Il y a des poireaux. Ah bah, je suis bête. Ah ouais, mais vous avez enlevé la moitié du verre. Tant pis pour ce commerçant, Natacha va voir sur un autre étal si les poireaux sont plus verts. Quand on prend des produits bio et locaux qui sont beaux comme ça, qui sont sans pesticides, il n'y a aucune raison d'en jeter la moitié à la poubelle en fait. Cette moitié on l'a payée et puis c'est bon, là les poireaux on va utiliser le blanc pour une certaine recette, mais on va utiliser le vert pour d'autres repas. Donc sur tous les légumes, je fais au moins 2 recettes différentes. Pour Natacha, le déclic a eu lieu en lisant un article sur internet. Merci. C'est comme ça qu'elle a appris à cuisiner les restes. Est-ce que j'ai mes cagettes de fans? Ouais, elles sont là-bas. Les fans, personne n'en veut jamais. Les producteurs les donnent donc gratuitement. Normalement, c'est jeté ou c'est donné aux animaux. Une aubaine pour cette mère au foyer qui va en faire des soupes, des tartes ou encore des beignets à moindre coût. Merci, à la semaine prochaine, au revoir. Natacha a prévu une soupe de nouilles chinoises pour le déjeuner. Mais dans sa recette, les herbes aromatiques sont remplacées par le vert des poireaux et les fans des navets. Et pour parfumer le bouillon, les carcasses de crevettes font l'affaire. Natacha a fait le calcul. En cuisinant les restes, son budget course a baissé de 20%. Et ça ne semble poser aucun problème à ses 2 enfants, Nicolas et Charline. Moi, je trouve pas ça surprenant qu'elle cuisine anti-gaspi, je trouve ça totalement normal. Parce que c'est important de se préoccuper de ce genre de choses. Et puis que c'est bon, et que ça change pas de la cuisine normale. Il n'y a pas que ses enfants qui apprécient. Sur les réseaux sociaux, Natacha crée une page anti-gaspillage qui suscite l'intérêt de plus de 50 000 personnes. Pourtant, en France, le gaspillage alimentaire est un fléau. On estime que chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées pour rien. Chaque personne mettrait à la poubelle 20 à 30 kilos, l'équivalent de, tenez-vous bien, 50 repas. Parmi les gros gaspilleurs, c'est souvent la grande distribution qui est montrée du doigt. Mais certains patrons d'hypermarchés ont décidé de partir en guerre contre ce grand gâchis. Cet homme n'est pas un militant écolo. Thomas Pochet est à la tête de 3 supermarchés près de Lille. En à peine 4 ans, il a réussi à diminuer le gaspillage de moitié dans ses hypers. Et pourtant, en apparence, rien n'a vraiment changé. Le matin, les fruits et légumes tachés, abîmés, sont toujours retirés des rayons, comme avant. Vous voyez, ce qui est assez terrible, c'est qu'on disqualifie les produits au moindre défaut cosmétique. Tout ce qui est un peu défraîchi, on va le retirer des rayons. C'est entre 150 et 250 kg de produits tous les jours.
Alors Thomas Pochet a trouvé une parade pour allonger leur espérance de vie. Il a créé un coin des bonnes affaires. Au lieu de le jeter, je le remets dans cette cagette. J'y ajoute quelques autres fruits et légumes. C'est le jeu des 4 saisons tous les jours aux fruits et légumes. Et la cagette est vendue 3 €. C'est moins que le prix unitaire du chou-fleur hier. Donc c'est là aussi une manière pour nous de redonner du pouvoir d'achat, de récupérer un peu de marge. Il arrive à sauver quelques dizaines de kilos de légumes ainsi. Pour les fruits, il a trouvé une meilleure idée encore, une idée qui lui permet de gagner de l'argent, en transformant ses produits plus en état d'être vendus en jus de fruits. Donc là, on a récupéré une trentaine de kilos d'oranges dans les filets. On a enlevé quelques moisies. Les oranges sont pressées. Quant aux autres fruits, ils sont mixés pour être vendus en bouteilles sous la forme de smoothies. À l'année, je vais malheureusement être amené à éliminer des rayons une 50aine de tonnes de produits que je pourrais retransformer moi-même. J'en effleure une partie avec cet atelier aujourd'hui qui sauve entre 10 et 12 tonnes par an et qui vont générer en contrepartie entre 15 et 20 000 € de chiffre d'affaires uniquement sur ces produits transformés. Et pour être bien sûr d'écouler sa marchandise, le directeur du magasin n'hésite pas à faire la promo de ses smoothies en personne. C'est fabriqué à 100% au magasin à partir de produits qu'on retire des rayons parce qu'ils sont plus assez jolis pour que vous les achetiez. C'est bien ça, c'est pour recycler, c'est au moins l'anti-gaspillage. Exactement. C'est très très bien. Exactement. Thomas Pochet a essayé de dupliquer sa méthode à d'autres produits. Dans les rayons, on retrouve les légumes abîmés transformés en tartes, les viennoiseries de la veille, recyclées en pudding. L'ensemble des produits retransformés rapporte presque 60 000 € par an à l'hypermarché. Bonjour. Bonjour. Mais c'est aux associations caritatives que reviennent plus de la moitié des invendus. La boulangerie-pâtisserie et la poissonnerie juste derrière. Ce matin, 3 bénévoles du Secours populaire viennent chercher 130 kilos de nourriture. Il y en a pour 1 200 €. Ils sont encore bons, quoi. Ils sont mangeables. Si Thomas Pochet se montre aussi généreux, c'est parce qu'en réalité, ça lui revient moins cher de donner que de jeter. Ces produits-là vont faire l'objet d'un crédit d'impôt et je vais donc pouvoir déduire 66% de la valeur de ces 1 200 € de mon prochain impôt à payer. Ça représente un volant de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an sur le magasin et à peu près la moitié de mon impôt. Donc c'est évidemment un intérêt d'entreprise aussi. 121 tonnes de nourriture sont données aux associations chaque année. Avant, Thomas Pochet jetait plus des 3/4 de ses invendus à la poubelle. Aujourd'hui, ce n'est plus que 25%, 3 fois moins. Mais vous allez voir que certains commerces arrivent à faire encore plus fort. Ils ont réduit leur gaspillage au strict minimum. Nous sommes à Paris, Elodie a 27 ans et un look d'étudiante. Mais ne vous y fiez pas, depuis 4 jours, elle est la patronne de ce restaurant. Salut, j'arrive. Et voici son associé Scheherazade, 25 ans. Les deux jeunes filles se sont lancées dans une restauration très spéciale. Commande, on est bien. Il va falloir que je recommande des choses avec Xavier cet après-midi ou pas? Ouais, j'ai plus de basilic, il faudra en reprendre. Elles ont ouvert l'un des tout premiers restaurants zéro gaspille en France. Dans leur cuisine, tous les légumes, même les plus moches, sont les bienvenus. On y trouve donc des carottes trop petites pour être vendues, des panais et des pommes de terre trop biscornues. Le petit effort en plus, c'est qu'on fait le tri entre les petites et les gros. C'est que, voilà, faut apprendre à éplucher des pommes de terre comme ça, mais c'est un petit coup de main à prendre. Ces légumes, d'habitude, les restaurateurs n'en veulent pas, car ils demandent plus de travail, donc plus de temps. Résultat, Scheherazade et Elodie les achètent aux producteurs un peu moins cher. Pour les pommes de terre, par exemple, c'est 1 € le kilo au lieu d'1,20 €. Pour limiter au maximum le gaspillage en cuisine, Scheherazade a ses petits trucs. Là, pour perdre moins, parce que là, tu vois, t'as perdu un peu de pommes. Je fais ça pour enlever les pépins avec celui-là. Même les queues sont mises de côté pour faire des infusions. Et voici ce qu'il reste quand Scheherazade s'est occupée de 8 pommes. À l'avenir, on essaiera aussi de garder les graines pour parfumer nos salades parce que c'est un petit bout d'amande très sympa. Tout se transforme en cuisine. Ici, cuisiner les restes est une religion. Même le pain de la veille trouve une deuxième vie et se transforme en crouton pour la salade César. Malgré leur jeune âge, Scheherazade et Elodie ont une entreprise à faire tourner. Alors derrière leur cuisine anti-gaspi,
il y a surtout un intérêt économique. Quand on fait le pesto avec les fans de carottes au lieu de le faire avec du basilic, on économise au moins 20 € par semaine, c'est 80 € par mois sur une recette, c'est déjà pas mal. Mais les clients vont-ils adhérer au concept? Les deux jeunes filles ont investi 600 000 € dans ce projet et tous les mois, elles vont devoir payer 5 salariés. Elles viennent tout juste d'ouvrir. Pour être rentable, il nous faudrait une centaine de clients par jour. Après, on est contente parce que c'est ce qu'on a fait en jour 2 et 3, donc pour l'instant, tout se passe bien. Leur restaurant est complètement atypique. Le buffet n'est pas à volonté, c'est même presque le contraire. En fait, chez nous, vous payez au poids de votre assiette. Donc vous prenez une assiette, vous servez librement, tout est au même prix, c'est 2,80 € les 100 grammes. Le buffet au poids, une façon de responsabiliser les clients à propos du gaspillage alimentaire. Une idée qu'elles ont importée des États-Unis et du Brésil. Alors là, vous êtes à 12 € et vous avez un cookie, un brownie ou une boisson soft offerte. Chaque client se sert lui-même et choisit ainsi la quantité de nourriture qu'il souhaite manger. C'est une découverte, moi je trouve ça très bien, ça permet de calibrer vraiment comme on veut. 8,40 €. Vous en pensez? Je trouve ça très honnête. La salle ne désemplit pas. Scheherazade et Elodie ont même pensé au petit plus, pour ceux qui auraient eu les yeux plus gros que le ventre. Si vous avez trop pris, on vous offre un petit doggy bag pour prolonger le plaisir plus tard. Voilà. Emporter ses restes avec soi est une pratique encore peu développée en France, mais très courante chez les Anglais qui l'ont surnommé le doggy bag, le sac pour le chien. Il est 15h30, c'est la fin du service et l'heure du verdict. Aujourd'hui, on a fait exactement 95 tickets. C'est très bien. Avec un panier moyen à 13 €. Pour un 4e jour d'ouverture sans communication, c'est très très bien. Je suis très contente. Mais le plus incroyable, c'est ça. 43 kilos de nourriture cuisinée ce jour-là et des poubelles pratiquement vides. Mission accomplie. À l'échelle de leur restaurant, Elodie et Scheherazade parviennent à limiter le gaspillage. Mais dans les foyers français, les poubelles débordent encore. Pour espérer diminuer ce gâchis, quelques communes ont fait le pari d'apprendre aux enfants à ne plus jeter. Bonjour Sébastien, ça va? Bien. Voilà. La ville de Moinsartou dans les Alpes-Maritimes mène une politique révolutionnaire en la matière. On a dit 60 kg de blettes. Hein, je trouve qu'elles sont très belles. Hein, pour le repas du jour, en gratin, on le fera. Hein. Taïeb est responsable des 3 cantines de la ville. C'est auprès de Sébastien, un agriculteur embauché par la mairie, qu'il se fournit en fruits et légumes pour les 1200 repas quotidiens. Je choisis mes légumes, c'est encore même mieux que le marché. Hein. Tout est frais et cueilli le jour même. C'est exceptionnel. On ne trouve pas ça nulle part. Des produits extra frais, locaux et 100% bio depuis 3 ans. Et sans surcoût pour les parents d'élèves. Car en traquant le gaspillage alimentaire à la cantine, 15 centimes d'euros ont été économisés sur chaque repas. Une somme réinvestie dans des produits bio, livrés chaque jour en fonction des menus. Résultat, très peu de stock dans les réserves par rapport aux autres cantines. On trouve de la salade, du chou chinois, il nous reste des courgettes. On fait des commandes à flux tendu. On essaye vraiment de commander pour la semaine. C'est les besoins vraiment qu'on a. Pas de gaspillage. Et en cuisine, pas de boîte ni de plats préparés, tout est fait maison. Alors tous les matins, c'est le branle-bas de combat. 7 personnes découpent, épluchent et mixent. Comme dans un vrai restaurant, Taïeb en est le chef d'orchestre. C'est bon? Ouais, nickel. S'il y a un souci, tu rebalances la courge. Hein. Vu que c'est cuisiné sur place, c'est beaucoup plus savoureux et les enfants aiment. C'est pas comme si on préparait ça la veille ou des trucs qui étaient vraiment surgelés ou déjà préparés sous vide, que là, c'est vraiment du frais et c'est vraiment bon. En 5 ans, le gaspillage alimentaire a diminué de 80%. Mais pour en arriver là... Bonjour. Bonjour les enfants. L'école a aussi misé sur un accompagnement particulier des élèves. Amandine, super. Allez, on y va sans bousculade. Chaque classe a un animateur référent pour la pause déjeuner. C'est Sandra qui gère cette classe de CM1. Déjà, on ne se sert pas tous les plats en même temps et pour l'entrée, les enfants ont le choix entre 2 tailles, la petite faim ou la grosse faim. Alors si tu sais pas trop, tu prends et après tu reviens. Hein, tu prends un petit ravier. Alors, le petit, monsieur, je sais pas ce que c'est ça. Je peux prendre avec la je connais pas. Oui, tiens, après, je verrai plus tard. Une fois leur entrée terminée, les élèves vont voir Sylvie qui sert le plat chaud.
Au menu, purée de pommes de terre, courges et poisson sauce provençale. Un petit peu de purée et un petit peu de poisson sur des viandes. Si tu aimes, tu reviens, je te redonne. Là encore, ce sont les enfants qui décident des quantités qu'ils souhaitent manger. Je sers à la demande, dans le but de ne pas faire de gaspillage et puis d'être à leur écoute aussi. Cette méthode fonctionne. Les enfants se servent des quantités plus petites et viennent se resservir quand ils ont très faim. Mais durant tout le repas, Sandra veille au grain. Et ça alors? Allez, vas-y, avec ton fromage et ton pain. Une présence apparemment efficace. Il faut que le repas soit accompagné. Voilà, si on les laisse installer là, ils vont peut-être s'asseoir, l'entrée goûter une fois, faire vite pour descendre aller jouer. Mais déjà, si on crée ce petit climat-là à table, on reste plus longtemps à table, on prend le temps de manger et là, bon, finalement, de fil en aiguille, on finit sa portion et on évite de gaspiller. Le poisson, ce n'est peut-être pas le plat préféré de Lisa. Mais elle sait qu'elle doit faire un petit effort. Il y a des pommes qui ne peuvent pas manger, donc il faut essayer de tout manger. À la fin du repas, les enfants trient eux-mêmes leur reste. Et pour Elliot, c'est presque un parcours sans faute. Une fois le service terminé, Taïeb pèse tous les déchets, un moyen de contrôler ce qui fonctionne moins bien et d'adapter les menus. Aujourd'hui, visiblement, le déjeuner a plu aux 350 enfants. En protéines, il y a 1,720 kg. En poisson, c'est déjà bien pour du poisson, pour 35 kg de poisson. Et en purée, il me reste 2,6 kg sur 80 kg de légumes préparés. C'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. En 5 ans, cette cantine est passée de 25 kg de déchets par repas à seulement 4 kg. Aujourd'hui, Montsartou est présenté comme le modèle à suivre pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines. Transition plateau fin première. Et grâce à toutes ces initiatives, peut-être qu'un jour, ce grand gaspillage des poubelles ne sera plus qu'un mauvais souvenir. La semaine prochaine, changement d'univers. Comment faire baisser sa facture énergétique? On s'intéressera aux nouveaux usages qui révolutionnent le secteur, éoliennes collaboratives, maisons sans chauffage. Nous irons également en Islande, l'énergie à petit prix. Merci de votre fidélité et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.